Des commerces informels de fruits se développent actuellement dans le district d'Abidjan. Avocats, citrons, oranges, papayes, la liste n'est pas exhaustive. La plupart des marchands de fruits, notamment les détaillants, s'approvisionnent dans la commune d'Adjamé. Je me lève très tôt le matin, 4h, 5h ou plus tard. Je suis déjà au marché d'Adjamé et puis je commence à acheter les fruits parce qu'il faut se réveiller très tôt pour aller, pour en avoir. Et puis on paye ça dans la main des grossistes, là, ceux qui nous font les bons prix pour pouvoir revendre. Actuellement, la banane là, quand tu as une cliente sûre, elle peut te donner même à 7500 la caisse. Mais actuellement, depuis le mois de carême là, on a commencé à acheter on va jusqu'à 9000. Si souvent les bananes sont un peu plus en forme, tu peux les revendre 3 à 200. Bon, présentement, je les vends 4 à 200. L'unité à 50 francs. Donc ça varie. Peut-être que si tu as essayé d'avoir peut-être les 1000 francs, les 500, pour te mettre à côté, c'est ça qui est ton bénéfice. Avec 26 jours ici. Actuellement, la mangue, je paye ça 4 à 1000 francs, 5 à 1000 francs, 3 à 1000 francs. Je fais ça 1 à 300, 1 à 400. Et puis, je fais ça 1 à 500. Maintenant, on prend ça 300 francs. On fait ça 4 à 200. On a 2 dessous. Quand on ne dirait pas de mari, je paye maison, je paye courant. En tout cas, je gagne un peu. Des fois, je peux vendre 50 000, je peux vendre 40 000. Du coup, ça ne va marcher 25 000. Hier, j'ai vendu 50 000. D'autres, en revanche, se ravitaillent auprès des entreprises fruitières. Et pour faire face aux difficultés, ces commerçants se regroupent en association. Depuis 25 ans, ici dans la vente de fruits, il y a les sociétés qui nous envoient ça. Souvent, nous-mêmes, on produit aussi. Les mangues, ça vient du Korogo, Ferke, Odienné. C'est les détaillantes là qui bénéficient plus que nous. Si on a trop gagné sur une caisse, 250, 500 francs, ça c'est pour nous. On n'est pas parti à l'école. Notre école là c'est ça. Donc c'est avec ça on se débrouille. Donc on ne peut pas se plaindre. Le peu qu'on gagne, ça nous suffit. Nous sommes en association. Nous sommes les 100 et quelques femmes. Donc chacune fait son commerce à part. S'il y a une qui a problème, on cotise, on l'aide. En plus des fruits solides, certains vendeurs, pour diversifier leur activité, proposent à leur clientèle des jus sans sucre ajouté. Ça, on appelle ça du carambole. C'est son nom qui est carambole. Ça vient d'Azadie. Quand les gens nous font commande, on fait venir. Donc vous transformez ce fruit-là en jus. Voilà, en jus. Et combien vous vendez les bouteilles? Moi, les bouteilles, je vends ça à 500. Moi, le kilo, je vends à 500 pour concevoir le jus de carambole. Je fais ça à 1500 les grandes bouteilles, je fais petit pot à 500. Dans ce commerce, il n'y a pas que des jours heureux. Denrées périssables, c'est souvent que le business enregistre de la mauvaise qualité. Conséquence, la mévente. En tout cas, ça pourrit des... Tu vois, mangue là, non, tu vois, il y en avait comme il y en avait 10 dedans. Le commerce informel de fruits, une activité difficile, mais qui apparaît comme une bouée de sauvetage pour les familles des classes pauvres ou moyennes. S'enquérir de l'état d'esprit des athlètes qui représenteront la Côte d'Ivoire aux prochains Jeux de la francophonie et surtout apporter le soutien et le message d'espoir de l'État ivoirien. Tel est le but de la visite du ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amichia, aux équipes nationales. Une tournée de 2 jours qui démarre au Kangalieni, QG des judokas. Je crois qu'ils sont conscients qu'ils représentent un grand espoir pour la nation ivoirienne, pour leur sport. Et la Fédération ivoirienne de judo est une fédération qui nous a valu des satisfactions. Ils savent qu'ils en sont les héritiers et ils doivent perpétuer cette tradition. À la Sodemi, les pongistes ont également eu le plaisir de rencontrer la tutelle. La première journée s'est achevée au forum de l'université de Cocody avec les basketteuses, championnes en titre de la compétition. Un défi difficile à relever pour les vainqueurs de la 7e édition, remaniés à 90%, mais pas impossible selon les joueuses et les encadreurs. Le lendemain, ce sont les lutteurs qui reçoivent le ministre à l'INJS, le village olympique. Les équipes de coureurs et celles des Paralympiques n'ont pas été oubliées. La tournée du ministre s'est achevée au parc des sports de Treichville avec les cyclistes. Depuis le début de l'année civile et de l'année sportive, ces fédérations ont concocté un programme d'entraînement pour permettre à leurs athlètes d'être prêts pour ces Jeux de la francophonie. Et nous avons tenu également à faire cette tournée
pour dire à nos athlètes que le peuple ivoirien attend beaucoup d'eux. Marcouri, Institut national de la jeunesse et des sports. Ce site abrite le village des Jeux de la francophonie. À 3 jours de l'ouverture des Jeux, l'établissement présente un visage reluisant. 33 bâtiments R+2 sont sortis des terres et des anciens rénovés. Ce mardi, avec l'arrivée des premières délégations sur le site, il y règne une belle ambiance. Le centre artistique Crimbo, en pleine prestation, permet de jauger la température des jours à venir. On est vraiment heureux et on souhaiterait que ça se passe comme ça de temps en temps chez nous. Je suis dans le bain, je dois m'amuser comme je dois. Je suis dans le show même, dans le show de francophonie, je suis dans le show. Et je prie même encore pour que ça puisse bien marcher. Non loin de cette frénésie des tam-tams, les mamans, les tatas et les papas du village des Jeux se préparent à offrir le sourire aux délégations qui vont arriver. Notre rôle ici, c'est d'accueillir tous les participants des différents pays qui arrivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, bien les installer pour que leur séjour se passe très bien. Tout se passe bien pour le moment et les délégations viennent, mais vraiment c'est au fur et à mesure, tout doucement. Mais nous sommes là, nous sommes sereines, on attend. On le voit, les Ivoiriens sont prêts à vivre pleinement ces Jeux. Le Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF, est à la tâche pour que ces Jeux soient une véritable fête. Le silence règne. La prison de Breda est vide de tout détenu, comme beaucoup d'autres aux Pays-Bas. En cause, une criminalité en chute libre à l'intérieur du pays. Le nombre de détenus a chuté de 20% en 10 ans et 27 établissements pénitentiaires et judiciaires ont fermé depuis 2014. Il y a moins de criminels dans les prisons parce que les juges néerlandais ont commencé à appliquer des sanctions différentes. Pas plus légères mais différentes, avec des peines de travail, des bracelets électroniques et des centres spécialisés. Les autorités locales ont donc imaginé de nouvelles utilisations pour la prison. Aujourd'hui, ce monument historique protégé, construit en 1886, abrite près d'une centaine d'entrepreneurs, comme Miguel. À chaque fois que nous pénétrons sous le dôme ou dans l'aile des femmes, c'est plutôt sombre. Il y a beaucoup d'histoires, parfois on le ressent. L'atmosphère est intéressante, il s'est passé beaucoup de choses sombres ici, ça se sent, mais ça n'affecte aucunement notre travail. Ce soir, les portes du pénitencier vont pourtant se refermer à nouveau. 350 personnes vont être incarcérées de leur plein gré, participant à un jeu grandeur nature, le Prison Escape. Nous essayons de restituer l'ambiance des films de prison, comme Les Évadés ou L'Évadé d'Alcatraz, grandeur nature, en utilisant de vraies prisons, beaucoup d'acteurs et de participants, du décor et des effets spéciaux. 10 pistes seront possibles pour que ces prisonniers d'un jour recouvrent leur liberté, avant que la prison ne retrouve sa tranquillité. Jusqu'à la prochaine fois. 19 juillet 2014, le vol 17 de Malaysia Airlines est abattu en Ukraine, probablement par un missile sol-air. Le vol 17 de Malaysia Airlines était un vol international régulier reliant Amsterdam à Kuala Lumpur. Ce 17 juillet 2014, l'avion a décollé à 10h14. Son arrivée était prévue à 22h09. Il transportait 283 passagers, dont 80 enfants, accompagnés de 15 membres d'équipage. Plus de 2 tiers des passagers étaient néerlandais, 28 des Malaisiens et les autres de nationalités différentes. L'avion a été découvert écrasé le 19 juillet à côté du village de Rabov, à l'est de la région de Donetsk. Il a été abattu dans cette zone de l'Ukraine où un conflit armé était en cours, mais sans que le survol soit interdit aux avions civils. Aucun survivant n'a été retrouvé parmi les 283 passagers et les 15 membres de l'équipage. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes opposés lors de la guerre du Donbass s'accusent mutuellement d'avoir abattu l'appareil. Le 28 septembre 2016, le parquet néerlandais présente les conclusions préliminaires de son enquête, affirmant que le missile a été tiré depuis la partie du territoire ukrainien contrôlée par les séparatistes et que le missile comme la plateforme de tir a été emmené là depuis la Russie.
Avec un lourd bilan, le vol 17 de Malaysia Airlines a donné lieu à la 5e catastrophe aérienne la plus meurtrière dans l'histoire de l'aviation, la pire en Ukraine et la pire pour la compagnie.